Bonjour et merci de m'accueillir dans ce joli petit coin au bord du lac et surtout me donner le plaisir de partager avec vous mes années d'expérience. Donc en chiffres, c'est très simple, j'ai 50 ans de guide, 40 ans d'aventure, dont 30 ans dans l'Himalaya et toujours vivant. C'est déjà pas mal pour commencer. Et puis, lorsqu'on parle d'altitude, c'est marrant parce que personnellement, j'ai grimpé sur beaucoup dans la planète, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Caucase et l'Afrique. Et puis, j'avais une crainte d'aller dans l'Himalaya. Je ne connaissais pas si j'avais les gènes de la haute altitude, car un ami de Chamonix, Yvon, chaque fois qu'il allait dans l'Himalaya, il était renvoyé en basse altitude parce qu'il avait une très mauvaise acclimatation. Donc, il ne supportait pas l'altitude. Et moi, c'est ma crainte, puisque je voulais découvrir quand même les plus hauts sommets du monde. Et on a été au pilier ouest du Makalu, choisi déjà une voie exceptionnelle, un peu plus dure, mais surtout, j'allais là-bas pour savoir si j'avais ce que je voulais. Et on n'a pas fait le sommet, on a été pris dans la tempête vers 8200, après avoir fait un bout de nouvelle voie dans le triangle de l'ouest. Et puis, on a dû redescendre dans la tempête et tout, mais moi j'étais un enfant heureux parce que je savais que j'allais que revenir dans l'Himalaya. C'était ma destination. Et c'est vrai que pendant 30 ans, j'ai vécu ça. J'ai eu cet immense plaisir de faire beaucoup d'amitié, surtout dans la montagne. C'est ce qui me retient le plus. Le sommet est moins important, c'est de rentrer avec son copain qui est le plus important. Donc, on a dû abandonner des fois, même dans des projets exceptionnels, mais ma foi, prendre des risques pour les 5 copains sur la montagne, c'est pas ce que j'avais appris dans ma vie. Mais en 2011, vous avez vu le film, ça c'est la petite cloche que j'ai entendue qu'il fallait dire que j'arrête. 30 ans, et puis peut-être le seul au monde à 30 ans d'Himalaya vivant. Alors j'ai fait ce que j'ai voulu et lorsque mes enfants m'ont demandé d'arrêter parce que je leur faisais peur, vu que je suis rentré de cette expédition-là avec un problème de cerveau, je ne sais plus le nom, et puis surtout j'ai eu encore un campylobactère. Alors ça c'est le bactérie du poulet. J'ai perdu 12 kilos en plus, donc j'étais en dessous de 70 kilos et j'étais vraiment moche. Donc ils ont eu très peur, ils m'ont demandé d'arrêter l'Himalaya, puis j'ai arrêté. Parce qu'il y avait d'autres choses à faire sur cette planète, puisque au lieu d'aller dans les neiges verticales, j'étais dans les neiges horizontales. Et puis après, la haute altitude, pour moi, c'était un coin que j'aimais beaucoup. C'était marrant parce que c'est bizarre. Lorsque je me trouve en altitude, j'étais de mieux en mieux, plus je montais. Et c'est ce que le copain Blotz que vous avez vu là, qui m'a ramené une fois au Chichapamma, il s'est aperçu que j'étais un peu bizarre parce que vers 7200 ou 300, on faisait la trace, et puis moi j'avais le sourire, j'avais les yeux qui brillaient, j'étais heureux d'être là-haut. Donc pour moi, je n'allais pas une contrainte, j'allais vraiment pour le plaisir. Et surtout, on s'est aperçu, parce que ce qu'on a fait à l'Everest, ça choque encore maintenant, puisqu'on a réussi à faire une trace du bas en haut, et puis rester 1h30 au sommet, puis encore une petite descente sur les fesses, c'était extraordinaire, quoi. On était comme des enfants, et ça, je trouve... L'exemple extraordinaire, c'est quand on partait, on était comme des enfants. Un enfant qui reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre, il s'amuse avec, il ne se pose pas trop de questions. Et nous, on ne se posait pas de questions. Le cadeau, c'était la face nord de l'Everest. Donc, on s'amusait avec. On s'est même permis de rester 1h30 au sommet, ce qui est normal, parce que c'était tellement beau. Mais il y a un moment, on a eu un petit coup de vent qui nous a dit c'est peut-être le moment de commencer à descendre. Parce qu'avec Erard, Loretan, on s'est dit que si on était resté 3 heures de plus, je pense dans le cerveau, il était plus capable de vraiment dire qu'on va commencer à bouger. On était peut-être trop bien là-haut. Et ça, c'est le danger de la haute altitude, d'être trop bien. Alors pour l'instant, on a à chaque fois pu renoncer, même dans des endroits extrêmes où, par exemple, l'Annapurna, lorsqu'on a fait la nouvelle voie avec Pierre-Alain Steiner dans la face ouest, l'Annapurna, juste un petit peu à gauche, beaucoup plus direct de la voie qu'on avait prise là, eh bien,
Dans la descente, on a dû s'échapper le 6e jour dans la tempête. On s'est fait vraiment secouer. En plus, on a eu des chutes. On a perdu la moitié du matériel. Et puis après, on a eu 2 autres chutes de Pierre-Alain. Moi, j'ai eu une crevasse. Et après, il ne nous restait plus qu'un piolet chacun. Donc, on a désescaladé une pente de glace assez raide. Et là, il y a une avalanche qui nous arrivait dessus, mais de poudreuse. Donc, on a été un peu secoués et on s'est aperçu le lendemain au camp de base qu'on avait vraiment un drôle un peu mal à l'épaule parce qu'on a été vraiment pendu par un piolet, quoi. Donc, il y a des moments, je pense qu'aussi... ce qu'on s'est aperçu à l'Annapurna, c'est que la déesse mère des vents a dit ces 2 sales gamins doivent rester encore un peu plus longtemps sur la terre. Ils n'ont pas le droit au paradis. Donc on est resté encore un moment de plus. Ce qui nous a permis de faire autre chose. En plus, ce qui était extraordinaire, c'est aller en hiver en Himalaya. Et ça, on a voulu faire cette expérience, mais justement en style alpin. Et ce qui est extraordinaire avec Gerhard et Pierre-Alain, on a inventé un petit peu, c'est le grimper jour et nuit. Pas de matériel de bivouac du tout. Un peu spécial en nourriture parce qu'on avait 2 bars. Si toutefois on mangeait beaucoup, on avait une 2e barre et un demi-litre d'eau froide pour les 2 jours. En général, ce n'était pas plus que ça dans toutes les expéditions. D'ailleurs, on ne va pas en altitude pour faire chauffer de l'eau parce qu'il faut 1 heure s'il faut faire un demi-litre d'eau. Puis encore, elle sera juste tiède. Donc, on a décidé de manger plutôt de la neige, boire très peu. Puis encore, si la bouteille gelait, même sous la veste du duvet, ma foi, on transportait un morceau de glace. Et la haute altitude m'a permis aussi de découvrir une chose extraordinaire, c'est cette amitié forte qui est entre amis. Quand on a vécu quelque chose de dur, et puis qu'on a pu partager ça, c'est une amitié qui reste à long terme, même si on ne se voit pas pendant 10-15 ans. Mais quand on se revoit, on rajeunit au moins de 10-15 ans. C'est extraordinaire. Et puis, surtout, quand il y a eu dans d'autres expéditions, il y a eu des accidents. Ce qui était merveilleux dans la haute altitude, je trouvais, c'est qu'on se réunit tous pour porter secours. Peu importe qui vous êtes, quelle religion politique ou autre, on a besoin juste des amis pour aider à ramener soit des gens blessés d'altitude et autres. Et c'est ce qu'on a pu faire. Et je pense que ça, c'était des moments d'exception et de grand silence surtout. Après, ce que je vois de la haute altitude, personnellement, c'est que j'ai eu un plaisir immense, j'ai eu un privilège immense de pouvoir vivre ça. Et puis surtout, de rester toujours à l'écoute de ça. Personnellement, maintenant, j'ai arrêté la haute altitude puisque mes enfants m'ont demandé en 2011, mais je continue à part les voyages qui nous ont interdits à cause du Covid, mais autrement de voyager à travers le monde pour pouvoir voir surtout des endroits de neige horizontale. Alors après l'Himalaya, je me suis permis d'aller dans le Grand Nord canadien, puisque sur une petite île, il y avait au moins 200 ours polaires recensés, donc on a été les voir. Les ours polaires, c'est des très belles bêtes, pas dangereux. L'humain est pire quand même, automatiquement, c'est tranquille. Et puis autrement, j'étais aussi le Groenland, parce que c'est un pays extraordinaire, et puis le Kamtchatka, une traversée de la mer de Okhotsk, la mer Bering. Et puis de passer des images et de reparler surtout maintenant avec des jeunes. Je ne vais pas leur dire que vous devez faire l'Everest, mais vous faites l'Everest à vous. L'Everest à vous, peut-être un simple petit sommet que vous avez envie de faire là, et suivant comment vous y êtes, c'est extraordinaire de le faire et de réaliser votre rêve. Mais quand vous avez réalisé un rêve, il faut préparer le suivant. Parce qu'il ne faut pas vivre sans rêve, c'est trop beau la vie. Il y a trop de belles choses. Alors voilà. Eh bien bravo, merci beaucoup Jean Troyer. Tu as des questions ? Il y aura des questions après. Oui, absolument, bougez pas. Restez avec nous. Merci pour ce premier voyage magique sur le toit du monde. Ces photos étaient vraiment splendides. Et puisque partir en expédition, vous l'avez dit, ça se fait à plusieurs avec les amis, eh bien j'invite le chercheur Grégoire Millet, spécialiste de l'ultra-performance, et Romaric Cadou, journaliste pour le quotidien 24 heures, à venir nous rejoindre sur scène. Installez-vous confortablement tous les trois et je vous cède la parole. Moi, je dois m'asseoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous
aujourd'hui pour prendre un petit peu de hauteur, comme l'a dit Julie. Merci Jean Troyet pour cette belle introduction, même si elle a démarré sur un petit incident, on va le dire comme ça, avec cet AVC en 2011. Merci à vous Grégoire Millet de vous joindre à nous pour parler de l'adaptation du corps en altitude, comment on vit, comment on se déplace, comment on grimpe quand on est à 6000, 7000, 8000 mètres. Jean Troyet a commencé sa présentation en parlant de cette crainte qu'il avait de peut-être n'être pas fait pour l'Himalaya. Il y a des personnes qui grimpent dans les Alpes, mais qui, une fois en Himalaya, ne peuvent plus le faire. Est-ce qu'il y a une part de génétique là derrière? Comment on explique que certains humains sont faits pour les sommets à 8000 mètres et d'autres pas du tout? Alors effectivement, on n'est pas tous égaux, y compris vis-à-vis de l'altitude. Alors dans notre jargon, on va parler de bons répondeurs ou de mauvais répondeurs, et c'est lié à un mécanisme qui fait qu'on appelle la chémosensibilité, mais qui fait que votre organisme est plus ou moins apte d'abord à détecter que vous êtes dans un milieu appauvri en oxygène, c'est-à-dire l'altitude ou l'hypoxie, et puis ensuite à mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes pour essayer de favoriser le transport de l'oxygène dans un milieu où effectivement il y a moins d'oxygène. Et donc le premier mécanisme qu'on observe, c'est par exemple d'augmenter sa fréquence respiratoire, sa ventilation. Mais là encore, on va avoir des amplitudes dans ces adaptations qui vont être très différentes. Et donc cette chémosensibilité, c'est des choses qu'on peut investiguer en laboratoire. Et il y a des consultations de montagne, il y a des consultations de montagne maintenant dans beaucoup d'hôpitaux, qui vont prédire, avec à peu près 80-85% de chances de ne pas se tromper, si vous avez un risque élevé ou moins élevé de développer des maladies d'altitude. Et les maladies d'altitude, bon, vous le connaissez pour ceux d'entre vous, et j'imagine que vous êtes nombreux qui allez en montagne. Le premier qui est assez anodin, c'est le mal aigu des montagnes. Et après, on rentre sur des altitudes plus élevées, sur d'autres types de pathologies comme les œdèmes cérébraux, les œdèmes pulmonaires, qui eux peuvent être beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce qui se passe justement quand on est à ces altitudes? Vous l'avez parlé de l'hypoxie, vous êtes un spécialiste de l'altitude et de l'hypoxie justement. Peut-être juste nous rappeler ce qu'est exactement l'hypoxie, et puis qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on essaie de faire un effort à ces hauteurs-là? Alors, vous connaissez l'altitude de l'Everest. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, même au sommet de l'Everest, il y a toujours 20,93% d'oxygène. Ce qui fait que cet oxygène est plus difficilement accessible aux différents tissus. C'est non pas la baisse de l'oxygène, mais la baisse de la pression barométrique. Donc la pression barométrique, elle va être à peu près un tiers par rapport à la pression barométrique qu'on retrouve au niveau de la mer. Donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais au niveau de la mer, la pression barométrique, elle va être de 760 mm de mercure. Si vous faites le calcul, 20,93% d'oxygène, on va se retrouver à 150 mm de mercure. Et au sommet de l'Everest, ça va être à peu près un tiers. Et si je prends cette fois-ci la quantité d'oxygène au niveau du compartiment sanguin, donc la pression artérielle en oxygène, au niveau de la mer, elle va être autour de 100 mm de mercure. Et il y a des mesures qui ont été faites par des collègues au Col Sud, j'imagine que Jean, que tu connais bien, et on se retrouvait, au lieu d'avoir des 100 mm de mercure au niveau sanguin, on se retrouvait à des valeurs plutôt de 25. Donc, vous imaginez que lorsqu'on part à des valeurs de pression artérielle en oxygène aussi basses, tout effort devient quasiment un effort maximal. Parce qu'il y a aussi de l'oxygène qui est consommé par notre cerveau, par l'ensemble des autres fonctions. Et donc, c'est ce qui fait que ça devient extrêmement compliqué. Et les alpinistes ou les individus qui sont de bons répondeurs sont des gens qui vont mettre en œuvre tout un tas de mécanismes qui vont essayer de réduire cette baisse, en particulier au niveau sanguin. Jean Troyet, vous êtes probablement un très bon répondeur, puisque 30 ans d'Himalaya, 10 sommets au-dessus de plus de 8000 mètres. Vous étiez parti pour savoir si vous étiez capable de le faire. A priori, c'est le cas. Malgré tout, comment on se sent quand on est à ces altitudes-là? Est-ce qu'on ressent tout d'un coup que chaque pas est difficile? Est-ce qu'on doit s'arrêter régulièrement, faire des pauses plus ou moins longues? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors oui, le corps, il y a un moment, il demande un peu d'oxygène, donc il faut s'arrêter puis reprendre une respiration normale. Parce que dès qu'il fait un effort, et ce qu'il faut contrôler en altitude, c'est continuer de respirer. Si on fait un mouvement difficile, des fois,
ben, on bloque la respiration et c'est pas bon, parce qu'alors après, on est essoufflé. Donc, continuez à respirer. En général, j'arrivais à faire 30, 36 pas. Je m'arrêtais un petit moment, puis après, je fais 24, puis après 12, puis après, j'arrêtais un peu plus longtemps. Et automatiquement, la vitesse, elle diminue là-haut, donc c'est impressionnant. Donc, en général, on calcule entre 50 à 70 mètres dénivellation à l'heure. On a eu fait un peu plus avec Erard, les années où on était un peu jeunes et fous, quoi. Alors ça allait très bien, on arrive jusqu'à 100, on a dit. 100 mètres. On a été calculé. Ouais. Alors, je pense que pour moi, l'altitude ne me faisait pas peur, au contraire, je cherchais l'altitude, je cherchais aussi la difficulté. La difficulté parce que quand vous faites une voie normale, vous arrivez au sommet, il y a la stratification, il y a du bonheur. Mais c'est parce que vous arrivez par une autre voie plus difficile et très dure et très engagée, ben le bonheur n'est pas le même là-haut. Donc, plus c'était difficile, ben, pour moi, plus le bonheur était grand. Au sommet, c'est pas fini. Il ne faut pas se lâcher au sommet parce qu'il y a tout le danger de la descente. La concentration, avec le manque d'oxygène, surtout si on reste encore 1h30 au sommet, là, c'est pas très indiqué médical, hein, on dit. Non, c'est pas indiqué. Alors, c'est pour ça qu'après la descente, pour moi, le deuxième moment important et le plus beau, je crois, c'était le retour au camp de base. Ce qui me permettait, quand on n'avait plus qu'à marcher vers le camp de base, en général, c'était de nuit, parce qu'on faisait environ 45 heures aller-retour, 43 heures. En général, rentrer au camp de base, pour moi, c'était un moment de la nuit où je pouvais m'arrêter, être seul avec moi-même, j'éteignais la lampe, et puis il n'y a plus personne. Il n'y a plus que ma tête qui fonctionnait. Et ça, je me suis aperçu que je viens de vivre l'essentiel, la vie, tout simplement la vie. Et ça, c'est un privilège immense que j'ai pu vivre. Vous vouliez réagir également? Oui, je voulais réagir parce que déjà faire 30 ou 50 pas, comme le raconte Jean, c'est déjà à ces altitudes, c'est déjà tout à fait exceptionnel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, beaucoup d'alpinistes qui vont faire 3-4 pas et qui vont hyperventiler. Et dans les mécanismes d'adaptation à l'altitude, cette hyperventilation, elle va avoir aussi un rôle très important indirectement sur la fonction cérébrale. C'est-à-dire, quand j'hyperventile, eh bien, je vais rejeter énormément de CO2 et ça va induire une vasoconstriction, y compris au niveau des vaisseaux qui vont alimenter le cerveau. Et donc, on sait qu'en altitude, on va avoir moins d'équilibre et on va aussi réfléchir moins bien. Donc, il faut aussi, parfois, on lit dans la presse des accidents de personnes qui ont perdu leur chemin, et ainsi de suite, et on se dit comment ils ont fait, mais simplement parce qu'au niveau de cette vasoconstriction et de cet appauvrissement en oxygène au niveau de la fonction cérébrale, eh ben, on réfléchit moins bien et ça peut expliquer pourquoi il y a des accidents qui, a priori, semblent incompréhensibles vus du bas. Vous introduisez parfaitement ma question suivante. On dirait qu'on a préparé cette conférence. Jean Troyet, il y a eu les effets physiques. Hein, on a le corps qui ralentit peut-être. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir des effets au niveau du cerveau qui manquerait aussi d'oxygène? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, là je suis en train de manquer de lucidité, je suis peut-être pas capable de prendre les bonnes décisions pour assurer ma sécurité ou celle de la cordée? Non, au contraire, j'étais bien, mais alors surtout, le moment agréable que j'avais, c'est des hallucinations. Donc je voyais des choses qui n'existaient pas, et ça, j'avais rien besoin de prendre, c'était naturel. Donc ça, c'est extraordinaire, mais je vivais beaucoup ça, c'est surtout vers le bas, vers le fond, où je voyais vraiment des trucs, même je voyais Erard qui arrivait vers moi, et puis d'un coup, il était deux, puis il arrive vers moi, il est seul. Alors je n'ose pas lui dire parce qu'il se moquait de moi. Donc je ne lui disais pas, mais je voyais deux personnes, puis j'ai vu plein de trucs aussi, des grimpeurs géants, ou bien des gars en habillés en clown qui sortaient des crevasses. Je voyais un transformateur sur un nuage en dessous du camp. Puis le plus bel, je voyais des danseuses de ballet qui étaient comme Peter Pan et Tinkerbell. Ils me passaient à travers comme ça, dommage. Mais ça, c'est des moments agréables, parce que j'étais tranquille, j'étais au pied de la face. Ça, c'était cool, quoi. J'avais plus qu'à redescendre, à marcher tranquille au camp de base, quoi. Donc, au niveau des hallucinations, on les retrouve effectivement en très haute altitude par rapport à cette
baisse de l'approvisionnement en oxygène du cerveau, mais on les retrouve aussi parce qu'on est dans des états de privation de sommeil. Donc, et puis aussi, on les retrouve parce qu'on est dans des états de fatigue. Déshydraté. Par exemple, sur des courses d'ultra-trail, on a aussi, alors que c'est dans les Alpes, c'est jamais très très haut, donc l'altitude en tant que telle ne permet pas de l'expliquer, mais là c'est plutôt la partie privation de sommeil et fatigue physique extrême qui l'explique. Et probablement qu'il y avait un peu d'étroit. Voilà. Mais c'est plaisant, quoi. Moi, j'ai eu plusieurs fois ça. J'ai eu la première fois, c'était au K2. Je voyais mon copain qui arrivait, puis je dis, mais... Donc, il n'est pas seul. Je l'attends, mais il n'est pas seul, Pierre. Et puis, lui, il me raconte l'histoire. Il me fait, ouais, ben... D'un coup, je voyais une jolie en bikini, et puis je te voyais toi. J'ai dit, choisi, ben, j'ai été choisi, je t'ai choisi, quoi. C'est bon. Ça, c'est impressionnant, encore, lui aussi. Après, j'ai eu l'Everest en 86, et puis après, l'Everest en snowboard. Là, alors, j'ai vu... en dessous, avec le snowboard au pied, je voyais un parking sur le glacier au pied de l'arête, et puis des voitures, des gens qui bougeaient, donc je ne veux rien dire. Et puis au col sud, il y avait le copain Stéphane, qui était là, le caméraman, puis je lui dis, tu n'étais pas seul ici? Il me dit, bah oui, j'étais seul. Oh, bon, encore une petite hallucination, quoi. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on est dans un milieu tranquille encore, ce n'est pas en haut dans la face et autres. C'est plutôt vers le bas. Vous grimpiez, peut-être pour le rappeler, en ce qu'on appelle en style alpin. Hein, vous avez toujours souhaité grimper en style alpin. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais le style alpin, c'est la manière la plus pure de grimper, entre guillemets. Pas de corde fixe, pas de porteur pour le matériel, pas d'oxygène, évidemment. Actuellement, il y a beaucoup de personnes à l'Everest. On a encore pu le dire aujourd'hui dans le quotidien 24 heures. Qui grimpent avec des porteurs, il y a toute une logistique autour. Vous partiez avec le moins d'équipement possible pour que ce soit le moins lourd, et vous m'avez dit que vous partiez avec quasiment pas d'alimentation, pas d'eau non plus, 1 ou 2 barres céréales par moment. Comment on gère quand on ne mange pas dans des efforts de cette intensité? Je pense que quand on est vraiment tendu, qu'on est concentré sur quelque chose, on n'a pas faim. La nourriture, c'est un truc de basse altitude. Donc ici, je mange 23 repas par jour, si ça va, ou 2. Mais autrement, là-haut, on est trop tendu. On n'arrive pas. Mais moi, déjà que la barre, je mangeais la moitié avec de la neige pour que ça passe bien, quoi. Mais autrement, on n'a pas faim du tout. Même arrivé au pied de la face, on avait une tente, mais je n'avais pas tout de suite faim. Mais alors, au camp de base, arrivé, alors là, 6-7 litres dans la journée, j'ai bu. Le premier jour. Après, j'étais plus qu'à 5 litres. Mais j'ai dû repris mon poids, quoi. Une partie du poids que ça avait laissé, quoi. Mais j'étais très déshydraté, quoi, vraiment. Mais je ne sentais pas. À un moment, alors, une fois qu'on est en camp basse, qu'on commence à boire, le corps, il demande, alors on continue de boire, tranquille. Tout se passe très bien. On urine très peu, parce que c'est tout le corps qui ramasse. Et ça va très bien, ça passe bien. C'est un caprice de gens des plaines, la nutrition et l'alimentation. En fait, l'altitude a un effet très prononcé sur l'appétit et sur le sentiment de satiété. Mais on le retrouve même à des altitudes beaucoup plus basses. Par exemple, je parlais du Malégu des montagnes. Pour vous situer à une altitude de 3500 mètres, donc l'altitude qu'on va retrouver dans les refuges alpins, on va avoir à peu près 30% des individus qui vont avoir ce mal aigu des montagnes. Et un des signes de ce mal aigu des montagnes, un des symptômes, c'est justement d'être brassé, des troubles gastriques, et ainsi de suite. Et on sait que l'altitude a un effet anorexigène, c'est-à-dire coupe le sentiment d'appétit. Donc ça ne me surprend pas du tout qu'à très haute altitude, dès lors qu'on sait que de toute façon on ne pourra pas manger, dès lors qu'il y a aussi besoin d'être relativement léger en style alpin, on ait des rations qui soient réduites au maximum. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de prendre énormément de nourriture sur soi si on sait qu'on ne pourra pas le tolérer. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve avec les alpinistes qui suivent la trace de gens du style Kilian Jornet. On parlait de Kilian, c'est un ultra-trailer qui a aussi battu des records sur l'Everest, qui vous disent exactement la même chose. C'est-à-dire ils partent vraiment avec le minimum. Et vous, Jean Troyet, pour revenir aussi sur une chose que vous avez brièvement abordée pendant votre conférence, vous disiez qu'en fait, alors déjà, la première chose, c'est que vous allez aussi en montagne
en sachant que vous allez souffrir, vous acceptez ça et peut-être vous recherchez ça quelque part, mais surtout que ce n'est pas cette souffrance qui est le plus dur à gérer, c'est au contraire d'être trop bien, surtout au sommet. Je crois qu'il est arrivé un petit peu, c'est un peu ce qu'il est arrivé avec Erhard Loretan une fois à l'Everest, où il commençait à être un petit peu, au bout d'une heure et demie, à commencer à partir un petit peu. Pas partir, mais quand il était au sommet, il divaguait un petit peu, il prolongeait les mots, là, c'est formidable. C'était marrant de l'entendre comme ça, parce que j'ai enregistré, hein. Donc c'était assez marrant, je le voyais, mais autrement, non, lui, il avait c'est un extraterrestre aussi, c'est une puissance énorme, quoi. Donc moi, grimper avec un gars comme ça, j'étais tranquille, parce qu'il était plus puissant que moi. Donc ça, c'était plus facile pour moi, plus à l'aise. Par contre, alors, oui, si on parle de ligne ou de nourriture, c'est vrai que Erhard avait la même chose que moi, quoi. Et je me rappelle qu'à l'Everest, en snowboard, j'avais pris un balisto puis un mini-Mars. Et j'ai mangé que le mini-Mars pour 2 jours. Et puis le balisto, je l'ai donné à des Colombiens. J'ai dit, ça c'est pour l'Everest. Il ne faut pas prendre plus, ça ne sert à rien. Il ne m'a pas cru, quoi. Mais je trouvais, je sais pas, mais c'est bizarre, mais je trouve que d'une fois qu'on part toujours avec un gros sac et c'était inutile. Donc avec les années d'expérience, on a supprimé. On a tellement supprimé que des fois sur le sac, on coupait trop de sangles qui sortaient, on devait le recoudre après, quoi. Donc il était ultra léger, quoi. On choisissait même le sac cadeau. Donc c'était impressionnant. Et par exemple, bon, l'hiver, au Dhaulagiri, le bivouac qu'on a fait à tout près de 8000 à moins 50, enfin peut-être plus bas, mais c'était marqué au moins 50, on avait un sac de couchage de 200 grammes, de 900 grammes, et puis 2 sacs de toile. Et on a passé toute la nuit à attendre, bon, à se protéger. Donc, je m'occupais un peu d'Erhard. Avec mon sac couchage, je couvrais Erhard. Puis après Pierre-Alain, on a passé la nuit à se bagarrer pour ne pas avoir des gelures graves. Ce qu'on n'a pas compris encore avec Pierre-Alain et Erhard, c'est pourquoi le matin, on a continué à monter vers le sommet. Et ça, on n'a pas compris, on n'a pas trouvé de réponse. Parce qu'en général, quand on les grelottait à moins 50, vous descendez au camp de base parce qu'il y a du soleil en bas et puis il y a à boire, à manger. Ben non, on va au sommet. Ça, on ne peut pas expliquer, quoi. Une fois qu'on est au sommet, rester comme ça 1h30 à plus de 8000 mètres, alors c'est pas donné à tout le monde évidemment. Est-ce qu'il y a une limite à partir de laquelle on sait que ça devient vraiment extrêmement dangereux ou est-ce que ça dépend des individus? En fait, au-dessus de à peu près 7000 mètres, le moins de temps on passe dans cette zone, le mieux c'est. Et donc là, il faut trouver un équilibre entre être suffisamment en forme pour avoir une vitesse ascensionnelle qui reste assez élevée. On parle là de 100 mètres, peut-être 150 mètres heure. Donc des vitesses ascensionnelles qui sont ridicules quand on est ne serait-ce que dans les Alpes. Et puis en même temps, on sait que d'être trop en forme physiquement, ça peut être un facteur de risque parce qu'il y a besoin aussi, en tout cas dans les phases d'acclimatation, il y a besoin quand même d'un temps d'acclimatation qui soit conséquent. Et on sait que c'est vraiment les pistes qui ont été ouvertes par Jean et par Erhard, c'est-à-dire que ça a complètement modifié la façon dont on se préacclimate et dont on s'acclimate pour l'Himalaya, avec l'utilisation maintenant de tentes hypoxiques et ainsi de suite. Ça crée d'autres types de problèmes, parce que des gens qui pensent être acclimatés parce qu'ils utilisent l'altitude artificielle, ce n'est pas exactement la même chose en altitude réelle. Dans notre jargon, on parle d'altitude d'hypoxie hypobar, qui est liée à la baisse de la pression barométrique, la vraie altitude, et puis hypoxie normobar, celle qu'on a quand on fait baisser la concentration d'oxygène dans une chambre. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, a priori, d'être un athlète qui aurait des qualités d'endurance exceptionnelles, à un moment donné, ça peut presque devenir un facteur de risque supplémentaire parce qu'on se croit invincible et on monte trop vite. Qu'est-ce qui se passe exactement pendant les périodes d'acclimatation avant une phase de 8000 mètres? Évidemment qu'on ne monte pas en une fois, on va s'acclimater à 6000, peut-être à 6005, passer d'abord des nuits à des altitudes plus basses. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait, biologiquement, quand on passe ces nuits? Comment il s'adapte, en fait, le corps, concrètement? C'est-à-dire, ça, c'est les méthodes, disons, traditionnelles.
Jean pourra peut-être commenter aussi par rapport à ce qu'ils ont amené comme modification. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pensait qu'il fallait avoir passé à 4000, à 5000, redescendre, remonter, redescendre, et ainsi de suite. Donc ça prenait énormément de temps. Et puis ensuite, il y a des alpinistes qui sont arrivés en style alpin qui se sont dit finalement, on va essayer d'être un peu plus rapide sur l'ensemble de l'acclimatation. On passera moins de temps dans la zone de la mort, dans la zone qui est vraiment risquée, et ça a modifié quand même pas mal la façon de se préparer. Se préacclimater, c'est le terme qu'on emploie quand avant d'aller sur site. C'est-à-dire on peut se préacclimater dans les Alpes, aller dormir dans les refuges sur les Jungfrau, et ainsi de suite. Et puis ensuite, sur site, évidemment qu'on va à un moment donné avoir besoin d'être sur des altitudes plus élevées. Les camps sont de toute façon le camp 1, le camp 2, ainsi de suite. Vous connaissez tout ça, c'est de plus en plus haut. Mais on n'est plus systématiquement à vouloir monter, redescendre, remonter un peu plus haut, redescendre. Jean Troyer, comment vous saviez, vous, que vous étiez prêt pour le sommet? Alors tout d'abord, parce qu'il fallait aller là-bas puis tenter. La première chose, voir comment on tenait l'altitude. Et puis surtout, après, c'était les années d'expérience qui ont permis de dire, comme à l'Everest, par exemple, c'était 5300 le camp de base, puis après, nous, notre camp de base à 5600, où les yaks ont pu amener le matériel. On est resté là, on n'est pas redescendu pour 2 mois, mais on est acclimaté. Alors derrière, il y avait un petit sommet de 6800, on se faisait ça dans la matinée. Un jour, on a traversé justement le glacier, on a été faire un sommet de l'autre côté, aussi un 6900, sans prendre à très haute altitude. On n'a pas touché à l'Everest. Puis un jour, on a décidé, on avait déjà été une fois au pied, mais c'était juste pour se faire plaisir de la marche, parce qu'il faisait mauvais temps, brouillard. Puis d'un coup, avec Erhard, et puis il y avait Pierre Bégin, puis un copain Sandro, qui nous ont accompagnés au pied de l'Everest. Là, on a attaqué l'Everest, on était au sommet, on est redescendu. Tout simple. Et sans toucher. Pour moi, c'était extraordinaire parce qu'on n'avait rien. Donc, on n'a rien laissé sur le sommet, à part les traces. Mais bon, dans la descente, un coup de vent, puis il n'y avait plus de traces. Donc, c'était clean, quoi. C'est tout simple, l'Everest. Donc ça a été vraiment, on peut dire, une espèce de révolution quand même dans le milieu de l'alpinisme. Hein. Le fait de faire des dénivelés aussi prononcés. Puis maintenant, en plus, il y a tout ce matériel qui permet de se préacclimater avant d'être sur l'Everest. Donc, ça a beaucoup changé. Mais nous, par exemple, il faut bien penser que en 1978, il y a Reinhold Messner et Peter Habler qui ont fait l'Everest sans oxygène. Donc, c'était fini, on ne parlait plus d'oxygène, parce qu'on avait découvert que l'humain est capable de monter et de redescendre, même sur la montagne la plus haute du monde. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on ne savait pas ce qu'était l'oxygène. Personne n'en avait. Moi, je n'en ai même pas au camp de base. Puis si on voyait une bouteille, puis le gars, il a dit, oui, on m'a donné une bouteille, mais je ne sais pas qu'en faire, pourquoi? Mais il paraît qu'il faut avoir quelque chose pour mettre là. Il dit, ah bon, mais c'est bien, quoi. Alors, on peut la donner à une clinique à Katmandou, quoi. Mais c'est ça qui est marrant, cette ambiance sans oxygène. Puis bon, on avait quand même des gens du pays, de tous des montagnards du monde, mais on parlait que de montagne. C'est ça la différence qu'il y a par rapport à maintenant. Maintenant, on parle beaucoup trop d'argent, quoi. C'est ça, tandis que nous, on ne parlait pas d'argent. On n'en avait pas. Donc c'était trop simple, hein. Comme l'expédition à la face sud du Chicha, on a fait la Nouvelle Voie, on avait 3 yaks, avec Erhard, Wojtek et moi, et puis, comme tente de cuisine, c'était un caillou, puis un plastique transparent. On avait 3 bougies pour éclairer la cuisine, et puis un petit réchaud comme ça. Et puis on a passé quand même 12 jours là, quoi, tranquille. Mais c'était tellement beau et tranquille, on n'a pas besoin d'un luxe énorme. Donc c'est aussi ça a changé vraiment, quoi. Mais bon, maintenant, on leur a montré comment c'est beau là-haut, les photos, les films, et puis maintenant, c'est vrai que grâce aux Sherpas, qui sont très très forts, qui sont vraiment ces petites bêtes, des bêtes extraordinaires de la haute altitude et qui font un travail énorme. Sans eux, il n'y aura pas de touristes là-haut. Donc vraiment grâce à eux. C'est intéressant, vous parliez des Sherpas, parce qu'on en parlait juste avant le début de la conférence. Il y a des populations qui vivent à l'année, à des altitudes qui peuvent nous paraître extrêmes, nous qui sommes au bord du lac. Il y a une ligne, malgré tout, au-dessus de laquelle on ne pourrait pas vivre. Pourquoi et quelle est-elle? Alors, il est, en général, on pense qu'au-dessus de 5600 mètres, 5700 mètres, le cycle complet de la vie devient extrêmement compliqué.
c'est-à-dire de la naissance, et ainsi de suite. Et les villes les plus hautes, elles sont à ces altitudes-là. Il y a une ville qui est à 5400, où il y a des mines. Donc, et on sait que finalement, la toute petite enfance, même dans des populations qui sont des résidents permanents en altitude, la toute petite enfance à des altitudes de 4000, 4500, ça se traduit aussi malheureusement par des troubles de croissance, des troubles au niveau du développement cognitif, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que si je schématise, il y a 3 grandes populations qui sont en altitude. Il y a en gros les Africains de l'Est. Alors, ce n'est pas des altitudes aussi élevées, mais il y a quand même le Kili, et ainsi de suite. Il y a les Himalayens, Tibétains, et ainsi de suite, Népalais. Et puis, il y a les Andéens, donc Péruviens, Boliviens. Et ces 3 populations ont développé des adaptations qui sont assez différentes les unes par rapport aux autres. Pour schématiser, les Andéens, ils ont surtout développé la capacité de transport de l'oxygène, c'est-à-dire qu'ils ont des quantités d'hémoglobine qui sont énormes, donc ça se traduit aussi par des risques, parce qu'ils ont un sang qui est très très visqueux, et donc ils ont cette capacité de ce qu'on appelle dans notre jargon de convection de transport. Les Africains, et c'est parmi ces 3 populations, les seuls qui ont des bénéfices qui se traduisent dans le sport d'endurance, ce sont les Africains de l'Est, puisque, vous le savez, ils dominent la course de fond, parce qu'ils ont amélioré leur économie, c'est-à-dire ils dépensent moins d'énergie. Alors, ils ne sont pas à des altitudes aussi élevées. Et pour ce qui est des Himalayens, c'est encore d'autres types d'adaptations. Et donc, parmi ces 3 populations, par chance, je voudrais dire, les seuls qui ont développé des adaptations liées à l'altitude, mais qui se traduisent par des bénéfices en termes de performance sportive, sont les Africains. Par contre, effectivement, si les compétitions se faisaient à 6000 mètres d'altitude, les Tibétains, les Népalais, les Boliviens seraient très très forts. Mais ils n'ont pas ce bénéfice lorsque les compétitions se font en bas. Moi, j'ai évidemment, je suis un nain par rapport à Jean, mais j'ai eu la chance d'aller une fois dans l'Himalaya et on se fait doubler par des gars à 6000 mètres, par des gars qui ont la clope au bec et qui marchent 3 fois plus vite que nous avec 50 kilos sur le dos, quoi, parce qu'ils sont tellement adaptés à leur milieu, mais ce n'est pas pour autant que le même Sherpa ou le même porteur, si on l'amène faire le marathon à Lausanne, sera performant. C'est des choses qui sont très différentes. Merci Grégoire Millet, vous êtes monté donc à 7002, je crois, 7200, si vous disiez. Ouais. Jean Troyer à 10 sommets à plus de 8000 mètres. Je vous propose peut-être de poser maintenant vos questions. Il y a une petite période d'un quart d'heure. Manifestez-vous si quelqu'un souhaite s'adresser à l'un de nos 2 conférenciers. Il y a des micros dans la salle qui tournent normalement. Oui, bonjour. Vous avez en partie répondu à des questions que je voulais vous poser, mais je vais vous les reposer. Moi, j'admire ce que vous faites, Jean. Mais comment on fait pour vivre au quotidien, pour pouvoir faire tout ce que vous faites? Parce que malheureusement, nous, on est rattrapés par la vie de tous les jours. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà été en face de gros dangers, à part l'AVC, c'est-à-dire enfermé dans une grotte, tomber dans une crevasse, ce genre de choses? Et est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre vie? Par exemple, vous êtes tombé dans une crevasse ou vous avez été bloqué quelque part pendant quelques jours, ce genre de choses. Et une petite question pour Grégoire Millet. Vous avez un peu répondu. Vous êtes un expert en ultra-performance, vous savez tout sur les chiffres, mais quelles sont vos expériences en tant que grimpeur? Voilà, merci. Tu veux commencer? Donc la question, c'est quelle est mon expérience dans le milieu de l'alpinisme? J'ai tenté de faire le sommet du Shōryū, puis on n'a pas réussi pour des raisons météo. Mais j'ai beaucoup appris à cette occasion en tant qu'académique qui travaille sur l'hypoxie, donc j'ai voulu aussi le vivre. Et je me suis rendu compte que finalement c'était une énorme école de patience, qu'évidemment on n'est pas sur un stade. Donc, et puis je me suis aussi rendu compte que finalement la problématique d'adaptation à l'altitude, elle prime par rapport à la composante sportive pure. Et je ne sais pas si Jean sera d'accord, mais il me semble que pour être un grand himalayiste, il n'y a pas besoin d'être un athlète de très très haut niveau dans un sport d'endurance. Alors j'ai cité l'exemple de Kilian Jornet qui lui est très performant sur les 2,
puisqu'il est multi-champion du monde de ski alpinisme, il a gagné tout un tas de courses d'ultra-trail, il a le record sur le Mont Blanc, ainsi de suite, et il fait aussi maintenant de la haute altitude. Mais à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Et je ne sais pas si... je ne sais pas si ce n'est pas finalement deux populations qui peuvent être relativement distinctes, les alpinistes élites et les sportifs élites dans un sport d'endurance, de course à pied ou de cyclisme. Il y a assez peu de choses finalement en commun, de mon point de vue. Si ce n'est qu'ils sont exceptionnels. Ces deux populations sont exceptionnelles, mais sur des registres quand même très différents. C'est quoi la question? Je crois que c'était une question en deux temps. La première question, c'était est-ce que, avec, vous m'arrêtez si je me trompe, mais avec tout ce que vous avez fait, cette passion pour la haute montagne, le fait maintenant de devoir vous limiter, c'est frustrant. Et puis la deuxième partie de la question, c'était est-ce que vous avez déjà été confronté, en plus de l'AVC qu'on a vu tout à l'heure, à des situations très compliquées, par exemple une crevasse, chute de sérac, une avalanche, d'autres dangers de ce type-là? Alors, non, actuellement, je ne suis pas frustré, quoi. J'ai trop une belle vie, ressortir de tout ce que j'ai fait. Non, au contraire, non, je suis heureux de tout ce que j'ai fait, et j'ai envie de continuer. Après des incidents, le plus grand incident, c'était justement la face ouest d'Annapurna, quand on s'est échappé par la face nord, dans l'inconnu. On n'avait pas bien étudié la face nord. Et puis, il y a beaucoup de sérac là-dedans. Et c'est vrai que le 6e jour, on était un peu fatigué quand même. Et puis, on redescendait, donc on a fait une chute de 200 mètres. J'ai glissé sur une glace très très dure, et je me suis retenu, mais Pierre-Alain, il a eu la corde qui a tendu, et puis là, il m'a passé devant. Puis après, moi, je l'ai passé par-dessus, parce qu'avec le coup, je l'ai volé comme ça. Puis après, c'est lui qui a passé, puis j'ai pu stopper. Entre-temps, on a quand même perdu moitié du matériel. Après, lui, il a fait encore 2 glissades. Après, j'ai eu une crevasse qui m'a retenu. Puis après, c'est l'avalanche. Donc, tout ça, c'est vrai, c'est ce qui a compris. Mais d'un côté, à aucun moment, parce que je portais un électrocardiogramme pour faire des tests avec une clinique ici, c'était marrant, à aucun moment, il y a eu une accélération. On était dans un état... On était dans un état un peu fatigué, tout. Donc, on faisait juste de la survie. Descendre, et puis une fois qu'on est arrivé au plateau, là, la tempête s'est un peu calmée, mais on tombait, puis on dormait un moment, on tombait, on se relevait, on marchait, on retombait, on tombait un moment, quoi. Mais c'était dans un autre monde, le 6e jour, on était au plat, donc on risquait plus grand-chose, quoi. Oui, vous vouliez... Les fréquences cardiaques, elles restent très très basses, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que si vous montez en altitude à 2000 mètres, votre fréquence cardiaque va augmenter, mais à des altitudes très élevées, c'est un peu un mécanisme pour protéger l'organisme. Les fréquences cardiaques maximales vont baisser énormément, et en plus on est à des intensités qui sont basses avec des vitesses. Donc la fréquence cardiaque, elle est fortement indexée sur la vitesse de déplacement, sur l'intensité, et liée à l'altitude, l'intensité est faible. Ouais. Donc c'est pas surprenant que la fréquence cardiaque ne monte pas tant que ça, même si tu as un petit coup d'adrénaline. Mais c'est vrai que quand je portais cet électrocardiogramme, j'ai eu le maximum, c'est 169 dans un effort durant toute l'escalade. Hein. Et puis autrement, au sommeil, j'arrivais à 7002, à 38, quoi, tout calme. 38 ouais. 38. Ah ouais. Donc, bon, on m'a dit que c'était bien. Je ne vais pas contredire un médecin, surtout quand il vous dit des bonnes choses. Alors, puis non, mais maintenant, je suis normal comme tout le monde. Hein. Une autre question, peut-être? Il y en a une devant aussi, après. Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur. Une question un petit peu plus technique. Est-ce qu'on peut quantifier l'intérêt réel des bouteilles d'oxygène et le bénéfice que l'on en ressent? Est-ce que monter avec de l'oxygène à 8008, ça revient à ramener le sommet, je ne sais pas moi, à 4000? Est-ce qu'il y a de l'oxygène pur à l'intérieur? Et puis, quelle est leur autonomie? Oh là, vous me posez une question, je ne connais pas l'oxygène, moi. C'est difficile parce que je n'ai jamais goûté à ça. Et puis autrement, moi ce qu'on m'a dit, je ne suis pas sûr, peut-être tu peux me dire, c'est que si on prend 1 litre d'oxygène par minute, ça veut dire qu'on baisse l'altitude à 7000. De 8000, vous êtes à 7000.
Voilà ce qu'on m'a dit. Maintenant, si on pompe plus 2 ou 3 litres minute, on baisse beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus facile de prendre l'oxygène. Ceux qui m'ont parlé de ça, c'est Stéphane Schafter qui a dit qu'il avait fait le K2 sans oxygène, et puis à l'Everest, comme caméraman, il a pris l'oxygène parce que lui, il montait, il allait à droite, à gauche et tout ça. Donc il faisait du travail, il prenait l'oxygène. Mais il a dit, mais la différence est énorme. Et c'est ça qui est impressionnant, quoi. Alors par contre, le danger de l'oxygène, ce que j'ai entendu, c'est que quand vous êtes dans la queue comme il y a maintenant, puis d'un coup vous n'avez plus l'oxygène, alors bonjour. Vous retombez, vous remontez très vite en altitude, là. C'est là le moment délicat, quoi. Oui, il y a eu des décès, parce que c'était l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Hein, vous avez vu ça dans la presse. Il y a eu des décès de personnes qui faisaient la queue, et puis finalement qui se sont retrouvées à court d'oxygène, voire même il y a des vols de bouteilles d'oxygène. Alors, pour revenir à la question, moi je suis incapable de le quantifier précisément. Je pense qu'il y a une grande variabilité dans les réponses. Il y a une grande variabilité interindividuelle des réponses entre chacun d'entre nous par rapport à l'altitude. Et donc, l'oxygène que l'on peut prendre va avoir aussi des effets qui vont être plus ou moins prononcés en fonction de notre état. Mais je pense que l'effet, il est majeur. Il est majeur, effectivement. Moi, je comprends les puristes qui nous disent faire l'Everest avec oxygène, finalement, je ne veux pas dire c'est faire le Tour de France en mobilette, mais... c'est la différence entre un vélo et un vélo électrique. Voilà, peut-être en vélo, c'est faire le Tour de France en vélo électrique. J'ai trouvé très bien ça. Monsieur, oui. Oui, merci. S'il y a plusieurs cordées qui montent à l'assaut de l'Everest ou un autre sommet, j'ai dit qu'on est très lente. Est-ce qu'on peut dépasser à la montée comme à la descente? Est-ce qu'on peut dépasser, quand on monte à l'Everest par exemple, qu'il y a plusieurs cordées qui se suivent et qu'il y en a certaines qui sont peut-être plus lentes que d'autres, est-ce qu'on peut utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour doubler? Alors, oui, à l'Everest actuellement, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une corde qui part du camp de bas jusqu'en haut, puis il y en a une autre qui redescend dans les endroits pour la descente. Donc il y a 2 cordes, une pour monter, une pour descendre. C'est ce que j'ai entendu, donc je ne suis pas sûr. Tandis que nous, on y allait, en général, il n'y avait personne. Donc on ne devançait personne, quoi. Mais je pense que des fois, oui, certains endroits, mais quand vous n'avez pas de piolet et pas de bâton de ski, que vous avez que la poignée Petzl, ben vous restez près de la corde et vous ne lâchez pas ça. Et surtout, ils n'ont pas les capacités de se décrocher puis d'aller à côté parce qu'ils prennent des risques. Il faut bien penser que dans le film Everest, si vous avez vu, il y a un endroit mais flagrant où tu as les gens qui arrivent au camp de base et puis que le gars il leur présente la première fois un crampon et il dit ça c'est le gauche. Si vous voyez dans le film, donc les gens n'ont pas fait de montagne, ils arrivent sans connaître c'est un crampon. Donc pour eux, un crampon, ça va juste à mettre au pied, ils doivent apprendre à marcher au camp de base. C'est la première fois, ils sont tout contents. Et puis après, ben, ils n'ont pas besoin ni de piolet, ni de voilà. Ils ont la corde, c'est tout. Comme ça, ils sont comme ça tout le temps. Je pense qu'ils changent de main des fois, j'espère, parce que ça fait mal. Mais je ne connais pas ce niveau-là, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Pardon? Combien de temps restez-vous au sommet? Combien de temps vous restiez au sommet? En général, si on pouvait rester, c'est un quart d'heure, demi-heure, parce que je trouve que c'est des minutes d'exception, comme à l'Everest 1h30, mais quand on m'a dit d'arrêter l'Himalaya, mes enfants, j'ai eu au moins 2 semaines, quand j'étais en convalescence, où ça m'a tourné dans la tête que je n'allais plus vivre ces minutes de sommet. Et ça, c'est un gros manque, parce que c'est des minutes d'exception. Et j'ai eu ce privilège de vivre plusieurs fois ça. Le moins qu'on est resté, c'était au Lhotse, mais il y avait une tempête, on se faisait secouer par le vent. Dans le couloir de montée, ben, la neige qui descendait, le vent le remettait en haut, donc ça faisait un tourbillon autour de nous tout le temps, quoi. Et puis il y avait une immense corniche au sommet encore. Mais autrement, en général, si on pouvait rester assis au sommet, tranquille, une demi-heure, c'était super, quoi. On profitait de ça. Après, il fallait se concentrer énorme pour pouvoir la descente, assurer la descente pour arriver au camp de base. Et ça, c'est le moment le plus important.
Et j'ai eu ce privilège énorme de vivre ce moment extraordinaire, c'est toujours rentrer avec mes amis d'où on s'est vu, donc Genève ou Katmandou, tout le temps. Et ça, j'ai pas eu besoin de vivre autre chose que ça. Et ceux qui ont vécu ça, c'est très très dur. De mettre un ami dans une crevasse, ça doit être horrible à faire. Encore une dernière question, peut-être on arrive au bout du temps, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, mais on va devoir terminer quand même encore 5 minutes. Allez, au milieu, derrière toi. Comment vous faisiez pour gérer le temps dans vos expéditions? Comment vous faisiez pour gérer le temps pendant les expéditions? Le temps. Le temps, eh ben, on a le temps, donc on ne regarde même plus ça. C'est jour et la nuit. Puis comme on a décidé de grimper jour et nuit, qu'on partait des fois même au pied de la face, à 10 heures le soir, eh ben, on passait toute la nuit à grimper, quoi. Donc le temps n'était pas important pour nous. Une fois qu'on est dans une action comme ça, la seule chose, c'est que de tenter de réaliser notre rêve, c'est le sommet, et puis surtout, vouloir redescendre. Après, le temps, c'est pas important, parce que pour nous, moi en tout cas dans la descente, la nuit était à nous, quoi. Quitte arrivé au lever du jour, un camp comme à l'Annapurna, on est arrivé à 5 heures du matin vers chez des amis japonais et tchèques. Et puis là, c'est là qu'on a commencé à peu boire du café, quoi, parce qu'ils se sont levés, ça fait le 6e jour qu'ils n'avaient pas de nouvelles de nous, puis ils étaient heureux de nous voir, c'était sympa comme tout, quoi. Mais j'ai bu, je crois, 5 litres de café et je tremblais quand même, quoi. Mais c'était tellement bon, quoi. Ça change de la neige, hein. On retiendra ça, peut-être que le temps, c'est pas important. Malheureusement, le nôtre est terminé. Je crois que vous allez peut-être...